Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Solidarité TV intitulée Numérique vers de nouvelles solidarités. Ce rendez-vous a été préparé avec les URIOPS Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France et avec le soutien du Crédit Coopératif. Alors je vous rappelle que le dernier numéro du magazine Union Sociale est entièrement consacré à cette question du numérique et que vous pouvez vous procurer ce magazine en vous rendant sur le site de l'UNIOPS. Je vous le rappelle aussi, mais vous devez sans doute le savoir, cette émission est diffusée en direct, donc vous pouvez à tout moment poser vos questions à nos intervenants en cliquant sur l'onglet à la droite de votre écran. Mais je n'en dis pas plus et je vous propose que nous passions à notre première séquence. Alors le numérique est-il un facteur d'exclusion ou au contraire d'inclusion? Pour répondre à cette question, j'ai à mes côtés Mehdi Serdidi. Donc Mehdi Serdidi, vous êtes spécialiste de la fracture numérique, vous êtes directeur de l'association Sciences, Technologies et Société, qui est une structure qui vulgarise la science, notamment grâce au numérique, voilà, pour parler très rapidement. Et Amel Penon, directrice de l'URIOPS Île-de-France, devait être avec nous. Elle est malheureusement cas contact, donc elle interviendra à distance. Alors je ne la vois pas dans mon écran, si je la vois dans mon écran contrôle. Amel, bonjour et merci d'être avec nous, même à distance. Alors avant que nous donnions la parole à nos deux intervenants, je vous propose un premier reportage qui montre à quel point le numérique peut être facteur d'inclusion. Je sais que vous êtes beaucoup sur des groupes WhatsApp, tous. Oui, ah oui, c'est ça. Il y a des fois, vidéo. il envoie tout le groupe WhatsApp. Vous m'en avez déjà parlé de ça. Avec cette formation des clics, j'apprends à découvrir toutes les applications que j'ai et que je n'ai pas sur mon téléphone. Et Facebook, Instagram, Twitter. C'est pour communiquer avec tous les amis et les proches de l'association et avec la famille et avec les collègues. Et il est très important que je vais vous dire sur les réseaux, il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire qu'elles sont interdits de faire. Toki, toi, tu vas aller sur Instagram? Le projet d'Iclic, c'est un projet qui a été conçu avec l'association Trisomie 21 et Médiacité parce qu'on s'est retrouvé sur un constat que les personnes qui avaient une trisomie souhaitaient utiliser les outils numériques actuels, les réseaux sociaux, aller sur Internet, communiquer, et qu'ils avaient des difficultés à pouvoir les utiliser, notamment en toute sécurité. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on construise un parcours qui permettrait de les accompagner à utiliser les outils dont ils souhaitent s'emparer. L'objectif étant de les emmener petit à petit vers une autonomie d'usage et voir aussi essaimer ce travail-là sur les autres centres de trisomie 21 qui sont présents en Nouvelle-Aquitaine. Donc D'Iclic a été conçu avec un programme d'accompagnement de pairs aidance. On est sur des ateliers où, entre personnes qui ont une trisomie, il y a de l'entraide pour pouvoir apprendre à utiliser les outils. Et nous, on les sollicite beaucoup pour avoir des retours. Quand on construit soit un atelier, soit des supports, on les interroge pour savoir si ces supports et ces ateliers sont pertinents. Est-ce qu'ils sont efficaces pour eux? Est-ce qu'ils sont simples à comprendre? Et on réajuste avec eux petit à petit cet accompagnement. Alors, je vais sur Internet et sur le site moveitapp.com. Voilà. Le numérique qui peut être vecteur d'inclusion pour toutes les personnes qui ont besoin d'être accompagnées un peu plus fortement que d'autres, des personnes qu'on peut considérer comme fragiles, parce qu'elles, d'emblée, elles sont déjà dans une forme de décalage par rapport à la société actuelle. Et le fait qu'elles s'emparent de ces outils-là pour pouvoir participer à une vie citoyenne, participer à des animations locales, à des moments qui leur permettent d'être inclus dans la société, c'est favorisant. Alors Mehdi Serdidi, on l'a vu avec ce reportage, le numérique peut favoriser l'intégration de tous. Alors moi j'avais envie de vous poser une question peut-être plus large. Quels sont les domaines dans lesquels les innovations numériques pour l'inclusion sont les plus nombreuses selon vous ?
Alors je voulais juste revenir sur le reportage, puisque je trouve qu'il est pour le coup très bien fait, parce qu'il montre combien le numérique peut contribuer à la construction du lien social. Et si les trisomiques ont besoin d'être formés à l'usage des réseaux sociaux, les jeunes en général ont aussi besoin, parce qu'on a même pu penser qu'ils étaient des digital natives, et en fait il n'en est rien. Et mon association, qui pour le coup fête ses 40 ans cette année, œuvre à la construction de l'esprit critique de science. Alors l'innovation, puisque c'est la question, elle touche tous les secteurs. Alors tout d'abord à l'école, on l'a vu avec les espaces numériques de travail, la formation au code, le numérique traverse toutes ces questions à l'école, et on voit combien l'école se saisit du numérique. Du côté de la dématérialisation des services, c'est un gain de temps, c'est un gain en efficacité, pour peu que le public soit accompagné. Dans le champ du travail, on a pu voir pendant le confinement que le télétravail est devenu massif. Et on a même pu passer des entretiens en ligne, ce qui est assez nouveau. Et donc là, on a vraiment vu une grande évolution. Du côté de la télémédecine, on y recourt de plus en plus, Bien sûr. Alors qu'avant, c'était très timoré. Donc, on le voit à travers en fait un petit peu tous les secteurs que les innovations touchent à notre vie de tous les jours. Et permettent donc l'inclusion d'un plus grand nombre de personnes, si je vous suis bien. Tout à fait. Très bien. Amel Penon, je vais vous donner la parole sur cette question aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous avez une vision un petit peu à 360 de ce qui se passe notamment en Île-de-France, quelles sont les innovations qui favorisent l'inclusion en matière numérique, les grands domaines où se trouvent ces innovations? Alors, Mehdi Serdidi évoquait à l'instant la télémédecine. Il est vrai que le déploiement de l'usage numérique est très souvent illustré par cette nouvelle manière de consulter et de poser des diagnostics qu'est la télémédecine. Et je prends à titre d'exemple la téléconsultation d'enfants polyhandicapés sur leur lieu d'accompagnement médico-social. C'est une des expérimentations qui a été menée ces dernières années en Île-de-France. Cette expérimentation permet l'observation de l'enfant dans son environnement naturel, c'est-à-dire que celui-ci ne va pas subir le stress et la fatigue qui sont générés par les transports et la fréquentation d'un service hospitalier. Les professionnels qui l'accompagnent au quotidien vont s'impliquer, leur connaissance de l'enfant va être prise en compte par le médecin et leurs compétences professionnelles vont ainsi être valorisées, ce qui va permettre aux médecins qui assurer cette téléconsultation, d'avoir une autre vision de l'enfant et de pouvoir inscrire son diagnostic, tout au moins son suivi, dans le quotidien de cet enfant pour encore mieux le prendre en charge. Ensuite, en situation exceptionnelle, telle que nous la connaissons depuis 1 an de la crise Covid, le recours au numérique est essentiel pour maintenir les accompagnements. En Île-de-France, comme partout ailleurs, de nombreux adhérents se sont lancés dans le numérique et je pense particulièrement à Entraide universitaire, dont le CAMS hors les murs, situé à Paris, a réalisé des vidéos et des visioconférences pour montrer aux parents quels sont les gestes de soins à prodiguer à leur enfant en l'absence d'intervention de professionnels. Ainsi, les professionnels ont pu observer l'enfant dans son environnement et mieux comprendre les interactions familiales pour en tenir compte ensuite et ajuster à la fois leur accompagnement et leur propre relationnel aux parents, à l'enfant, à la famille dans sa globalité. Un autre exemple qui, là, concerne plutôt le secteur de la lutte contre l'exclusion est celui de l'ouverture de tiers-lieux avec la mise à disposition de postes informatiques connectés pour des personnes précaires. Et à Paris, la ville a ouvert un tel endroit en plein centre, un espace qui a été reconverti, qui est mis à disposition des associations, des bénévoles, des citoyens, dont les personnes précaires. Des salles de réunion sont proposées aux associations à des tarifs réduits, une cantine solidaire propose ses services, des actions bénévoles sont valorisées et donc des postes informatiques connectés sont installés au cœur de cet espace solidaire. Ainsi, l'on rend visible, on reconnaît des personnes qui sont bien souvent en marge de la société. En tout cas qui sont posées en marge de la société. Et ces différents exemples, il me semble, ont un point commun, c'est que le numérique ne remplace pas l'humain. Et d'ailleurs, Véronique Peugeot évoque la relation en présence. Ainsi, le numérique
précède cette relation en présence, la prolonge, mais ne s'y substitue pas. D'accord, très bien. Merci pour ce tour d'horizon donc très complet. Alors on a vu que le numérique évidemment pouvait être facteur d'inclusion. On voulait commencer par ça d'ailleurs, puisque en fait on voulait aborder cette notion numérique par quelque chose de positif, mais il ne faut pas se leurrer, le numérique aussi peut générer un certain nombre de fractures. Alors Mehdi Serdidi, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'ampleur de cette fracture numérique et qu'est-ce qui est mis en place, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de l'atténuer? Alors, moi j'utilise le pluriel pour parler de fracture. En fait, je dis que pour moi, il y a des fractures numériques. Alors la première, c'est celle qui est la plus connue, c'est la fracture d'accès à Internet, la fracture sur est-ce que j'ai ou pas les outils numériques. On peut dire qu'avec le développement des infrastructures, cette fracture se résorbe petit à petit, même si en zone rurale... Elle est encore présente quand même, exactement. Dans les fameuses zones blanches. Exactement, puisque ça existe encore et le déploiement de la fibre optique va peut-être corriger cet aspect-là de la fracture. Il y a une autre fracture, la fracture socio-cognitive, on en parle un peu moins, mais c'est celle qui touche ceux qui ont tout simplement du mal à comprendre le numérique aujourd'hui et à l'utiliser. Alors, en termes de chiffres, il y a un chiffre qu'on utilise souvent, c'est celui des 13 millions de Français qui sont en délicatesse vis-à-vis du numérique. Il y a un chiffre qu'on connaît un peu moins, c'est le groupe Marsouin qui nous le donne. C'est 16% des Français sont non internautes. Parmi eux, 60% ont plus de 65 ans. D'accord. Donc c'est vrai que la fracture numérique touche majoritairement des personnes qui sont âgées, mais pas que, comme j'ai pu le dire en entrée. Alors, parmi ces personnes qui sont non internautes, 20% souhaiteraient être formés et tout le reste en a tout simplement rien à faire de numérique. Ils ne veulent pas rentrer dedans. Tout à fait. Mais pour c'est autant, leur choix, ils ont le droit. Oui, mais pour autant, est-ce qu'ils doivent être exclus de l'accès aux droits? Parce que c'est une vraie question. Et notre État doit garantir un accès égal aux droits. Et c'est pour ça que l'équipe actuelle a mis en place un programme ambitieux d'inclusion numérique qui tourne autour de 4 axes. Alors quand vous dites l'équipe actuelle, c'est-à-dire le gouvernement actuel, oui, et particulièrement le ministre du numérique, Cédric O. Et au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, il y a une mission société numérique qui se préoccupe de ces questions. Et ils ont quand même lancé le programme le plus ambitieux sur cette question. Alors, le premier axe, c'est le pass numérique, qui sont en fait des bons qu'on donne aux usagers pour se former. Mais il est très complexe à mettre en œuvre et on doit impérativement miser sur le déploiement de ce dispositif, sur l'accompagnement, parce qu'il ne va pas de soi. Et c'est tout l'objectif du hub Franciline, qui est dont je parlerai juste après, qui, pour la métropole du Grand Paris, est chargé de son déploiement en Île-de-France. Le deuxième point, c'est Aide en Connect, qui permet de faire à la place d'eux en utilisant la passerelle France Connect et qui sécurise autant l'usager d'un côté que l'aidant professionnel. Et ça, c'est une vraie révolution en termes d'accompagnement pour les usagers par rapport aux outils dématérialisés. Le troisième point, qui est vraiment important, c'est qu'il va y avoir un déploiement de 4000 conseillers numériques, dont on va commencer par 1000 là, et ils vont être déployés dans des structures publiques ou privées. Et là, la formation va être extrêmement importante. Et enfin, je finirai avec le quatrième axe qui est les hubs, qui sont en fait des réseaux d'inclusion numérique à l'échelle Île-de-France. Et ils pâtissent pour l'instant d'un manque de visibilité, mais vont servir à la montée en compétences et à la cartographie des lieux. Si je pourrais schématiser sur le temps, autant dans les années 2000, la politique de Jospin, c'était une politique d'espace public numérique de lieux, autant celle de Cédric O, elle est concentrée sur une politique vers l'usager, vers le maillage territorial et vers la formation des professionnels, ce qui est résolument novateur. Et je finirai simplement en disant que ces lieux d'espace numérique ne doivent pas être oubliés, puisque sans eux, il n'y aura pas d'inclusion numérique. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, Amael Penon, on a évoqué l'ampleur de la fracture numérique, on a évoqué les premières réponses qui étaient proposées par le gouvernement actuel. Qu'est-ce qu'il y a comme autre solution, justement, pour essayer d'atténuer cette fracture numérique, peut-être du côté des associations ?
Alors, si je reprends la dématérialisation des services publics qui a généré ou qui a renforcé un certain nombre de fractures dans l'accès aux droits, cela va me permettre donc de répondre à votre question. La dématérialisation des services publics n'a pas facilité l'accès aux droits à tous, elle a même entravé cet accès-là. Et comme le relève l'Odenor, qui est un observatoire spécialisé dans l'étude de ce phénomène, ce non-accès génère des non-recours, c'est-à-dire que les potentiels bénéficiaires de droits n'en ont pas connaissance ou ne les mobilisent pas. Et j'en reviens à ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire que le numérique ne remplace pas l'humain. Un accès dématérialisé ne doit pas remplacer totalement un accès in situ, avec des professionnels qui sont formés et disponibles pour accompagner les personnes dans leur démarche. Alors, il y a une première solution qui est plutôt informelle, qui ne relève pas véritablement des associations dans leur activité bénévole, mais plutôt de l'entraide entre proches, voire de l'intervention de professionnels de milieux spécialisés pour malgré tout accéder aux procédures administratives en ligne. Mais j'ai envie de dire que cette aide-là, si elle est essentielle, elle est ponctuelle, elle est contrainte et elle peut même générer une forme de dépendance puisque la personne potentiellement bénéficiaire de ces droits ne va pas agir seule pour y accéder et les rendre effectifs. Une autre solution plus pérenne et que Mehdi Serdidi a déjà évoquée, c'est celle de la montée en compétences numériques d'une part et d'autre part la possibilité de rendre accessibles les équipements numériques de manière souple et libre. Et là, je renvoie à mon exemple de tout à l'heure de la ville de Paris. Pour ce qui est du pass numérique qui a été évoqué par Mehdi Serdidi, moi je serais vigilante à ne pas marchandiser un accompagnement qui, à mon sens, relève du service public ou de l'intérêt général. La médiation numérique est véritablement une solution et Mehdi Serdidi l'a très bien dit à l'instant. Cette médiation numérique, elle est déjà proposée à la fois par des acteurs publics, donc des professionnels qui réalisent l'accès aux droits, les rendent effectifs et les font vivre, mais elle est également assurée en très grande partie par des associations grâce à l'aide de professionnels dûment formés et de bénévoles qui le sont également. Donc le numérique est bien à considérer comme un bien commun et je pense qu'il faut vraiment se garder de la marchandisation de l'accompagnement de son accès par les personnes vulnérables ou fragiles. Par ailleurs, un autre des effets du numérique, en plus de renforcer les exclusions, est aussi de générer des formes de déclassement, voire de domination. Et c'est le cas lorsque les solutions numériques sont conçues sans leurs usagers, donc sans tenir compte de leur savoir expérientiel, de leurs compétences acquises ou à acquérir, et ni évidemment de leurs besoins d'usage et encore moins de leurs propositions pour faciliter celui-ci. Je continuerai au-delà de l'exclusion, du déclassement, voire de la domination, également le numérique qui peut être utilisé à des fins véritablement punitives. Il y a quelques années, l'assurance maladie envisageait de conditionner la prise en charge de pathologies chroniques au respect de prescriptions avec une surveillance automatisée par télésuivi et sans examiner les causes de ce possible non-respect. Or, celles-ci ne peuvent être identifiées que dans l'interaction avec le ou les professionnels impliqués dans la prise en charge. D'accord, très bien. Bah, écoutez, Amel, je vous remercie beaucoup. Alors, on le sait, la crise sanitaire a conduit à de très nombreuses innovations, en particulier durant le confinement. Et c'est notamment le cas de l'ESAT Cotrashop dans les Yvelines, en région parisienne, initiative directement liée à la période que nous traversons. Donc, petit reportage. Alors, l'ESAT Cotrashop, c'est une boutique en ligne qu'on a créé face à la situation actuelle, donc avec le Covid, où on a été obligé de mettre en place une autre activité au sein de l'ESAT. On va faire des créations qu'on fait nous-mêmes, puis après on va le vendre sur cette boutique en ligne. Donc voilà, on va créer plein de choses en fait, en fonction aussi des capacités des travailleurs qu'on a sur place. Généralement, les ESAT sont plutôt connus dans le milieu professionnel. Là, on voudrait aussi les mettre en avant d'un point de vue particulier. Donc, la e-boutique permet aussi, le numérique et la e-boutique permettent de mettre ça en avant. Ça nous permet d'avoir une ouverture face au monde, face au public, qu'on n'a pas forcément jusqu'à présent. Et on vit dans un monde actuel où il y a vraiment tout qui est fait pour le numérique. Et on vit avec ça, donc pourquoi pas eux ? Je trouve que c'est un moyen de pouvoir
donner une image autre des handicapés psychiques dans le milieu ordinaire. Ça nous permet de nous projeter dans l'avenir. Ce qui est plaisant, c'est que ces missions sont très variées. Moi, j'ai commencé par travailler sur le kit hydroalcoolique, qui était constitué d'un pulvérisateur, de 3 recharges, et puis d'un certain nombre de masques, en plus. On a enchaîné sur des sachets qu'on remplissait de romarin, qui étaient également vendus sur la boutique. Et puis là, en ce moment, par exemple, je m'occupe de la création de bracelets, qui sont faits avec des pierres semi-précieuses. L'œil du tigre, du jade, de l'améthyste. Ça, c'est valorisant, effectivement, pour nous. C'est de se dire qu'on commence tout petit ici, on s'occupe de la création, et puis ça va être vendu à des gens qu'on ne connaît pas. On avait mis dans les bracelets nos prénoms, avec une petite pastille de carton. A été fait par Bruno, a été fait par Elisabeth, a été fait par El Habib. C'était assez marrant. Se dire que les gens comme ça sauront qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bruno et qui leur a construit leur petit bracelet. Il y a un grand enjeu d'image. Aujourd'hui, les troubles psychiques sont souvent mal perçus par la société, ça fait peur. C'est mis en avant dans des films, mais malheureusement, maladroitement, je dirais, pour faire simple. Aujourd'hui, voilà, on va prouver à tout le monde qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses, qu'ils sont capables de mettre en avant, de créer des choses. Et c'est ça l'important chez nous aujourd'hui, c'est de montrer à quel point ils sont compétents. Le numérique aujourd'hui, pour nous, est un vrai vecteur d'inclusion sociale. Aujourd'hui, on est, pour nos établissements, les ESAT en l'occurrence, assez éloignés du numérique. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être un outil pour nous, pour s'ouvrir sur le monde et pour montrer leurs compétences à eux sur tout ça, sur ce qu'ils savent faire. Donc ça va être une vraie plus-value pour nous aujourd'hui, ce numérique. Alors après ce joli reportage, on va passer à un certain nombre de questions, puisque les premières questions des personnes qui nous regardent commencent à arriver. Alors on a une première question de Christophe, si je ne me trompe pas. Donc la crise sanitaire a favorisé de nombreuses innovations dans le domaine numérique. Que restera-t-il de tout cela après la crise? Alors Mehdi Serdidi, cette question, elle n'est pas simple. Je vous laisse plus ou moins improviser. Parce que elle est prédictive, et puis faire des prédictions dans le champ du numérique, vous voyez, quand on avait inventé le Minitel, on ne pensait pas que d'une simple base de données, ça allait devenir quelque chose du Minitel rose qui allait exploser, etc. Tout à fait. Par contre, pour en revenir à un sujet plus sérieux, c'est vrai que, vous voyez, à l'école, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Pendant le confinement, les parents et les enseignants, c'était 68% de communication habituelle pour 30% ponctuelle. Alors qu'avant, 78% des parents ne communiquaient pas avec leurs enseignants ou de façon beaucoup plus rare. Et je pense que ce qui va rester, et j'espère vraiment pour l'école, que cette relation qu'ont commencé à nouer les parents et les enseignants va continuer. Ça, vraiment, j'espère. Dans le champ du travail, on voit le télétravail, s'il perdure, même s'il ne deviendra sans doute pas majoritaire, va permettre peut-être aux gens de passer des entretiens à distance. Avant d'embarquer toute sa famille et de passer une période d'essai, on va peut-être commencer par faire du télétravail, avant d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Dans le champ de la dématérialisation, Amael l'a dit, l'accompagnement va être essentiel. Et moi, je mise beaucoup sur ces futurs conseillers numériques. Parce que pour moi, ils seront ce que sont les médecins à la santé, c'est-à-dire des généralistes de numérique. Donc leur formation, elle est capitale, puisque demain, on se reposera sur ce genre de professionnels pour accompagner les personnes. D'accord, très bien, merci beaucoup. Amael Penon, est-ce que vous avez une idée de réponse à cette question très globale? Qu'est-ce qui restera toutes ces innovations après la crise? Alors peut-être Amael, je vous demanderai de faire un petit peu court, puisqu'on a déjà commencé à prendre un petit peu de retard. Donc je vous laisse ramasser votre réponse. Merci beaucoup. Alors peut-être deux illustrations de ce déploiement, de cette explosion de l'usage du numérique durant la crise Covid, avec des effets qui vont très probablement perdurer. En Île-de-France, une solution a été conçue par le groupement d'intérêt public Cézanne avec le soutien de l'Agence régionale de santé.
Et cette solution qui peinait à être déployée a vu véritablement son usage non pas se systématiser, mais bien se généraliser entre les acteurs de la ville et de l'hôpital durant la première vague Covid. Ceci afin de faciliter les prises en charge en amont et en aval de l'hôpital. L'enjeu désormais est d'adapter cette solution qui s'appelle Terre e-Santé aux usages du secteur médico-social et bien sûr avec l'implication de l'URIOPS Île-de-France pour cela. Deuxième illustration, côté grand public cette fois-ci, les téléconsultations généralistes ont véritablement explosé avec la crise sanitaire. Elles ont l'avantage de réduire drastiquement les délais d'attente et d'être accessibles partout, y compris dans les déserts médicaux, mais bien sûr pas dans les zones blanches. Leur prise en charge par assurance maladie et la multiplication de l'offre favorisent un certain consumérisme par ailleurs. Il est probable que nombre de ces téléconsultations ne nécessitaient pas réellement d'avis médical. Et donc j'en viens à une rapide observation en guise de conclusion. Il me semble parfois nous voir comme des abeilles numériques, la possibilité d'accéder à tout à distance lorsqu'on dispose des moyens et des compétences pour cela, bien entendu, et porteur de la tentation de se connecter sans s'impliquer, par exemple dans les réunions, les webinaires, mais évidemment pas lors de la web TV du réseau URIOPS Île-de-France. J'espère bien. Merci beaucoup, Amaëlle. Alors, contrairement aux apparences, les acteurs associatifs sont de vrais pourvoyeurs d'innovation en matière dans le domaine numérique, mais à quelles conditions? Directeur général de l'association Les Tout Petits, Sébastien Le Goff va nous apporter une partie de la réponse. Bonjour. Sébastien Le Goff, bonjour. Bonjour. Bon, très bien. Alors, première question que je voulais vous poser, c'est, bon, donc on l'avait évoqué quand on a préparé cette émission, votre association, donc les Tout Petits, porte de très nombreuses innovations. Quelles sont-elles et quelles sont les principales? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. En effet, on porte beaucoup d'innovations. Alors, le public qu'on accueille quand même prioritairement dans l'association des Tout Petits, c'est un public de personnes polyhandicapées. Une des premières innovations qu'on a essayé de créer là en ce moment, c'est le développement d'un engagement citoyen qui s'illustre par la création avec les équipes de chez Renault du premier véhicule TPMR, c'est-à-dire pour les personnes à mobilité réduite, collectif, qui soit 100% écologique. C'est vraiment dans les engagements associatifs de pouvoir être à la fois source de militantisme, aussi bien sur le niveau écologique, c'est-à-dire qu'on connaît tout ce qui s'y passe aujourd'hui, et puis sur un niveau inclusif, c'est-à-dire de pouvoir travailler vraiment cette question du déplacement vers les services de droit commun, collectif, et de façon propre au niveau écologique. Donc ça, c'est un exemple de projet qu'on monte depuis quelques temps avec les équipes de Renault, les laboratoires de recherche, parce que c'est pas si simple que ça. Et puis, il y a quand même un aspect sanitaire quand même sur ce véhicule-là. Le deuxième projet qui me tient beaucoup à cœur quand même, c'est la question, on reçoit des personnes polyhandicapées, des personnes qui ont des épilepsies très sévères. C'est la question de comment on peut surveiller ces personnes-là pour éviter les chutes en matière de prévention. Donc pour moi, c'est toute la question du thermique, des caméras dites thermiques. Ça a été énormément développé dans le secteur des EHPAD, très peu dans le secteur associatif. Pour moi, c'est un outil qui peut être source de dignité, c'est-à-dire de respecter la dignité des personnes polyhandicapées et de ne pas rentrer dans leur intimité. Ça peut vraiment être source de prévention des risques. Et puis, ça peut répondre à une question qui traverse tout le domaine associatif en ce moment, qui est la question des ressources humaines. C'est-à-dire comment aujourd'hui on va pouvoir être dans cette forme de, non pas de surveillance, mais de prévention de nos personnes qui peuvent faire des chutes, qui peuvent faire des crises, tout en étant respectueux de leur dignité, de leur sommeil et de leur intégrité tout simplement. Donc vraiment, l'association s'emploie à essayer de développer tout ce champ sur la question thermique. D'accord, très bien. Alors justement, vous avez évoqué ces deux très belles innovations, on pourrait presque parler d'invention. Est-ce que, dans ce que vous me dites, je vois que vous respectez un certain nombre de prérequis. Ça serait quoi les conditions justement pour favoriser l'innovation numérique dans les associations? À quoi il faut penser et quelles sont les conditions pour que ces innovations puissent se développer et vraiment irriguer le secteur? Alors, je vais essayer de faire assez court, mais c'est vrai que votre question est très large, mais je vais l'illustrer. Je pense qu'il y a des prérequis qui sont l'acceptation. L'acceptation aussi bien des publics qu'on accueille dans nos établissements, quelle que soit la typologie du public, et l'acceptation aussi au niveau des professionnels, ce qui est très important. On les oublie souvent dans cette question. L'adaptation, pour moi, est un autre
mot qui est essentiel. Amael Penon tout à l'heure a parlé de la question de la télémédecine, mais c'est comment on peut adapter nos organisations à pouvoir avoir ce type de dispositif pour les personnes polyhandicapées, comment on peut faire en sorte que cette possibilité-là soit aussi pour les aidants, et en l'occurrence les familles qui ont leurs enfants à domicile, et comment on peut adapter les outils numériques à un environnement qui est particulier, qui peut être l'environnement familial ou institutionnel. La dernière chose, je pense que vous en avez déjà parlé, c'est la question de la prévention. Les outils numériques demandent quand même d'avoir une forme de formation, de prévention par rapport à leur utilisation. Un dernier point quand même qui me paraît important, c'est l'accompagnement des salariés. L'accompagnement des salariés par rapport aux outils numériques, c'est de leur rappeler avant tout que cela reste qu'un outil de l'accompagnement. Ce n'est pas une solution à l'accompagnement. D'accord, très bien. Très bien. Bah, je vais juste finir là-dessus. Je vais juste revenir là-dessus parce que pour moi, c'est essentiel. Elle l'a rappelé. Dernier élément, allez-y. Elle l'a rappelé tout à l'heure. Je pense que qu'on soit dans le numérique, qu'on soit dans la nouveauté, je pense que rien ne remplacera la proximité, l'observation d'un professionnel. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup, Sébastien Le Goff. Alors, nous avons vu lors de cette première séquence que le numérique pouvait apparaître comme un vrai outil d'inclusion, mais aussi qu'il y avait de nombreux dangers autour de la fracture numérique. Avant que nous passions à notre prochaine séquence, je vous propose de découvrir un message du Crédit Coopératif, le partenaire qui nous soutient pour cette émission. À tout de suite. Une autre économie est possible, ça oui. Mais une autre banque? Je demande à voir. Eh bien voyons. Et qu'est-ce que ça change? Les clients ont leur mot à dire. Et ils ne s'en privent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui compte, c'est ce qu'ils font. C'est la banque des coopératives. Des associations. Des mutuelles. Des théâtres. Des festivals. Des syndicats. Des fédérations sportives. Des PME, PMI. On appelle ça des personnes morales. Des personnes qui entreprennent autrement. Ça, on peut dire qu'elles ont le moral. Et les personnes physiques alors? C'est la banque des particuliers qui se ressemblent. Mais enfin, c'est une banque, pas un club. Justement, on parle d'argent là. Avec des produits engagés bien pensés, tu peux agir. Ton compte t'ouvre des tas de moyens d'action. Pour moi, agir, c'est financer ce qui est utile. Moi, c'est la solidarité mondiale en premier. Et l'insertion alors? La culture, qu'est-ce que vous en faites? Croyez-moi, l'essentiel, c'est l'emploi. Oui, l'emploi dans les territoires. À condition de développer l'écologie. Le bio. Les énergies renouvelables. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. On commence quand? Moi, je crois que c'est possible. Et nécessaire. Une économie où chacun a son mot à dire. Des investissements pensés pour le bien-être de tous. On appelle ça la finance patiente. T'en sais des choses. L'important, c'est un monde plus juste. Un monde où l'argent seul ne ferait plus la loi. Et tout ça, avec le Crédit Coopératif, on peut y arriver. Simplement en étant client. Pas seulement client. Sociétaire. Crédit Coopératif. Une autre banque est possible. Alors on se retrouve. Donc la crise a montré que le numérique était un outil d'accompagnement crédible, mais pour autant, à quelle mutation faut-il s'attendre? Les associations sont-elles prêtes à vivre cette révolution numérique? C'est ce que nous allons évaluer lors de notre prochaine séquence. Pour débuter celle-ci, je vous propose de découvrir les Promeneurs du Net, une initiative symbolique de cette modernisation de l'accompagnement grâce au numérique. Alors les Promeneurs du Net, c'est un dispositif qui est national, qui a été déployé par les caisses d'allocation familiale pour être un petit peu sur la toile, que des professionnels du champ médico-social, sanitaire, qui travaillent déjà avec des jeunes de 11 à 30 ans, puissent être présents sur les dispositifs de réseaux sociaux et que ce soit nous en tant que professionnels, mais aussi les parents, les adultes qui entourent ces jeunes, les éducateurs en fait, les enseignants. Voilà, c'est un dispositif et c'est des dispositifs qui sont présents dans leur quotidien. Et c'est important aussi de se rapprocher d'eux, de leur culture, savoir qu'est-ce qui les intéresse. Vous aviez préparé un nouveau jeu avec l'équipe, un jeu à médiation. Oui. Et je voyais là, il y a les questions. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu, parce que est-ce qu'elles peuvent servir les questions sur les écrans? Ce jeu
nous permet ce support-là d'échanger et de débattre. Après, quand on présente le dispositif, de pouvoir, avec des questions simples, par exemple, est-ce que 3 heures de jeu par jour, c'est trop ? C'est pour les décaler en fait de leur consommation, pour nous aussi repérer quelles peuvent être leurs problématiques. J'interviens dans un collège et une école primaire, dans un quartier prioritaire de la ville. Et le Promeneur du Net, cette mission-là s'inscrit dans toutes les missions que j'ai déjà au quotidien. Donc c'est de la prévention, conflit, au harcèlement. On est sur favoriser les comportements citoyens, communication non violente. C'était vraiment un créneau à prendre d'être sur les réseaux sociaux. C'est un enjeu majeur même, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'entre-soi, et justement cet entre-soi, il fallait y mettre des professionnels. Donc ils vont prendre un snap, et ils vont snapper une situation conflictuelle, ils vont me l'envoyer comme tel, alors qu'au collège, s'ils avaient dû attendre différé et attendre le lendemain, je pense que ça n'aurait pas été retranscrit de la même manière, et peut-être pas, ils auraient peut-être même oublié de le faire. L'actualité nous a montré que les réseaux sociaux sont très importants dans l'amplification de la violence entre jeunes. Et à Bordeaux, comme ailleurs, on a eu des choses très graves qui sont passées cet hiver. Et ça nous a renforcé aussi dans l'idée que on doit aller se mêler de cette affaire-là, que les réseaux sociaux ne doivent pas être laissés comme une sorte de jungle, comme si c'était le seul endroit où on pouvait avoir une vie sans code, sans citoyenneté et sans respect des uns des autres. Donc pour nous, c'est pour ça que l'avenir de ce dispositif de médiation sociale numérique doit vraiment se développer. Et je pense que si on passe des années à se demander comment on doit aller sur le net, on va passer à côté d'au moins une génération qui va exploser et qui va avoir des comportements très violents, et on n'aura rien fait parce qu'on se sera demandé si juridiquement on a le droit ou pas d'être sur les réseaux en tant que professionnel.